l'enregistrement. Je vais juste faire un petit mot d'introduction. Déjà, voilà, remercier tout le monde de participer à ce nouveau cycle d'ateliers à tout close, donc un cycle 2 qui fait suite au cycle 1 que nous avons fait au premier semestre. Et ce deuxième cycle, nous avons souhaité le consacrer à la diversification des marchés pour la prise en compte de considérations sociales. Donc nous démarrons aujourd'hui 7 novembre. On aura un atelier tous les mardis jusqu'au 5 décembre. Et donc nous allons commencer aujourd'hui avec 3 intervenants. Donc Alliance Ville Emploi, Jérôme Dormoy, expert clause sociale, qui nous fera bien un petit focus sur la prise en compte, sur la diversification des marchés au niveau national. Ensuite nous aurons l'intervention, alors entre guillemets, d'un donneur d'ordre, l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc Marianne Koch, qui est chargée de mission territoire et emploi, et qui nous parlera de l'évolution de la prise en compte donc des marchés avec clause sociale au sein de l'ANRU. Et puis nous aurons ensuite une intervention d'un facilitateur, hein, puisque le facilitateur a un rôle important dans l'accompagnement des acheteurs pour la prise en compte des considérations sociales. Et donc le facilitateur sera l'EPEC, le facilitateur francilien. Donc c'est Ayed Bihi, responsable emploi au sein de l'EPEC, qui nous fera une présentation de la prise en compte des considérations sociales dans les marchés de l'EPEC. Donc je vous laisse la parole, Jérôme. On puisse Merci, bonjour respecter les délais. à toutes et à tous. Ayed, contrairement à d'habitude, je vais essayer d'être concis pour faire en sorte que ça puisse se terminer autant que faire se peut à l'heure pour tout le monde. Donc l'objectif de ce matin était de revenir sur la capacité à diversifier ses achats socialement responsables, notamment en termes de secteur, d'évaluer l'impact à destination des publics et des modalités ou procédures sur lesquelles on pouvait s'appuyer dans ce cadre-là. J'arrive pas à passer les slides. Là, on voit, hein, Le Jérôme. voilà. Donc, je vais faire juste un petit point très rapide. Alliance Ville Emploi, qui sommes-nous? Je vais faire un petit point aussi sur les donneurs d'ordre nationaux. Je viens de voir qu'il y avait une petite faute de frappe. La visualisation des évolutions statistiques et les évolutions juridiques en termes de fonctionnement. Très rapidement, Alliance Ville Emploi, qui sommes-nous? Nous sommes une association d'élus de collectivités locales et territoriales dont l'ensemble des élus membres au sein d'Alliance Ville Emploi ont pour responsabilité sur leur territoire les politiques d'insertion, d'emploi et de développement économique. Et à ce titre, nous sommes la tête de réseau principalement des maisons de l'emploi, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi, les PLI, mais aussi des facilitateurs de la clause sociale d'insertion, puisqu'historiquement, la création, l'invention et le déploiement de la clause s'est fait principalement d'abord au sein des plans locaux pour l'insertion et l'emploi, ensuite des maisons d'emploi et de manière globale sur l'ensemble du territoire national, et notamment avec l'impact de l'ANRU 1 qui a permis sa mobilisation sur l'ensemble du territoire national dans ce cadre-là. Nos missions sur les sujets de facilitateurs de la clause sociale, c'est principalement de permettre, comme toute tête de réseau au niveau national, de permettre des échanges de pratiques, de diffusion de l'innovation par de la captation et de la capitalisation des exemples produits sur l'ensemble des territoires, puisque force est de constater que c'est sur l'ensemble du territoire national, au sein des petites de grandes collectivités, ou de territoires plus ou moins importants que l'innovation est en route et permettre, à partir de la capitalisation de ces innovations, de permettre un essaimage, mais aussi de permettre la coopération entre les différents membres de la structure. Ensuite, on permet la professionnalisation et la montée en compétence de ces membres, à la fois les salariés et potentiellement les élus dans ce cadre-là, et notamment sur le sujet de la clause sociale, puisque nous sommes la seule structure à proposer des actions de formation à destination des professionnels sur les territoires
pour qu'ils acquièrent les compétences de facilitateurs avec un système de formation de facilitateurs de niveau 1, de niveau 2, puis toute une série de formations complémentaires, notamment sur les marchés de services, sur les marchés réservés, sur les opérations privées, sur la clause sociale en milieu rural. Et puis maintenant, depuis 1 an et demi, avec une sensibilisation sur le sujet de l'égalité homme-femme, mais aussi de l'achat circulaire. Ensuite, on va aussi travailler à la valorisation et à la visualisation de l'ensemble de l'activité de ces facilitateurs au niveau national, notamment à destination des pouvoirs publics, ministère, État, ministère du Travail, Bercy, tout ce qui va être autour de l'ensemble de la politique de la ville et de l'ensemble des activités qui peuvent avoir lieu, mais aussi travailler en lien avec tous nos partenaires nationaux, notamment les têtes de réseau des structures inclusives, de l'IAE, du handicap, de l'économie sociale et solidaire, mais aussi avec les branches professionnelles avec lesquelles nous travaillons pour que la mise en place de la clause sociale se fasse en partenariat avec la représentation des entreprises. Et enfin, notre dernier sujet, c'est d'accompagner les grands donneurs d'ordre publics ou privés au déploiement d'un achat public responsable, notamment avec une promotion de la clause sociale, mais aussi pour une partie d'entre eux, en conventionnant avec eux et en les accompagnant dans la mise en place de cette politique. L'autre sujet que nous avons par rapport à ça, c'est la possibilité de donner à voir en termes de visibilité, puisque c'est une politique sociale aujourd'hui qui ne vient pas de l'État, mais qui vient bien de l'ensemble des territoires nationaux, avec des équipes qui sont implantées un peu partout en France. Et nous travaillons avec un outil qui permet de récupérer de la donnée de l'ensemble du territoire national et de donner à voir de la réalisation de la clause au niveau national, sur des niveaux régionaux et au niveau national, par grosse opération, exemple les Jeux Olympiques, les opérations de l'ANRU, le renouveau du bassin minier, le canal Seine-Nord Europe ou une opération particulière avec Nové, qui est un opérateur du ministère des Armées. Mais aussi par grand donneur d'ordre au niveau national, UGAP, État, ministère, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs. Rapidement, une petite information pour remettre ça dans le contexte. Rappelez que la clause sociale va fêter l'année prochaine ses 30 ans, même si on a l'impression que c'est un sujet qui est relativement neuf, ça fait très longtemps. C'est une invention et un petit clin d'œil à destination de nos camarades strasbourgeois, puisque c'est sur leur territoire qu'historiquement, à partir d'un décret signé par Simone Veil, la clause sociale a été testée et à l'époque, elle s'appelait une clause de mieux-disance sociale. Aujourd'hui, on est en train d'atteindre les 200 millions d'heures qui ont été réalisées sur l'ensemble du territoire national, en cumulé depuis qu'on est en capacité de cumuler l'activité dans ce cadre-là, ce qui représente à peu près 122 000 équivalents temps plein annuels. Et puis sur les 10 dernières années, ça a représenté 480 000 personnes qui ont pu bénéficier de l'activité de la clause sociale, un petit peu plus de 800 000 contrats de travail, puisque je rappelle que la clause sociale, c'est un objectif de mettre les personnes à l'emploi avec un contrat de travail, suivant les différentes modalités, soit en recrutement direct par l'entreprise, dans le cadre d'une mise à disposition par le travail temporaire, notamment d'insertion, potentiellement du handicap ou association intermédiaire ou autre structure. Et puis, dernière possibilité, par la sous-traitance auprès de structures inclusives, IAE, handicap, potentiellement économie sociale et solidaire. Et en 10 ans, ça a représenté à peu près 650 000 marchés qui ont vu l'introduction d'une considération sociale sous la forme d'une clause sociale. Rapidement sur le dernier exercice, en faisant un petit coup de projecteur sur l'Île-de-France, ça a représenté en 2022 un petit peu plus de 17 000 équivalents temps plein pour 27 millions d'heures. On va sur une tendance qui devrait permettre en 2023 de dépasser C'est agaçant. Pardon? Les 30 millions d'heures. Coupez bien vos micros. Les 30 millions d'heures, surtout si je suis agaçant, dites-le moi, n'hésitez pas à poser des questions. Petit clin d'œil. Et sur l'Île-de-France représente à peu près un quart de l'activité nationale avec 4 360 équivalents temps plein.
3800 maîtres d'ouvrage qui ont mobilisé ou introduit des considérations sociales, ce qui est en très forte augmentation. 747 en Île-de-France, et là, ça représente à peu près 20% du total. Presque 67 000 marchés, et dans ces 67 000 marchés, à peu près 40% de marchés de services, 1% de marché de fourniture et le reste en marché dans le secteur du bâtiment et des travaux publics qui reste encore assez fortement majoritaire, dont 9 000 en Île-de-France qui représente 13,5%. La spécificité des marchés en Île-de-France, c'est d'être des très gros marchés, moins nombreux, mais de très gros marchés. Et aussi une deuxième spécificité, c'est d'avoir encore beaucoup de considérations sociales inscrites à l'intérieur des marchés de services, des marchés, excusez-moi, du bâtiment et des travaux publics, et encore une grosse activité à développer à destination des marchés de services, puisque sur l'Île-de-France, ça ne représente que 27% des marchés sur lesquels il y a une clause. 62 000 participants, dont 13 000 en Île-de-France, qui représentent à peu près 22% de l'activité nationale. 83 000 contrats de travail, l'Île-de-France pèse 21%. Donc on voit que globalement, l'Île-de-France, c'est à peu près 20% de l'activité en moyenne quand on prend les différents indicateurs qu'il peut y avoir sur le sujet. Et il y a à peu près 19 000, un peu plus de 19 000 entreprises qui ont eu à gérer de la clause sociale dans leur marché. Et l'Île-de-France pèse aussi, dans ce cadre-là, 22%. Très rapidement, pour le réaliser, et notamment si vous voulez travailler à une diversification de l'activité, dans le cadre de l'appel à projet national, l'État a permis le déploiement de coordinateurs dans les différentes régions, à l'exception d'une seule, vous le voyez, c'est la zone grise qui est au milieu, qui est le centre Val-de-Loire, et sur lequel vous avez la possibilité, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas que des franciliens qui étaient présents à cette réunion, vers lesquels vous pouvez vous retourner et venir solliciter un appui, un accompagnement, la recherche d'un facilitateur de proximité, mais aussi leur poser des questions sur l'organisation et le déploiement de considérations sociales. Vous avez de toute façon l'ensemble de cette information qui vous sera transmise à l'issue de la réunion. En France, le réseau national des facilitateurs, même si vous voyez que là aussi, l'Île-de-France représente à peu près 20% et qu'on voit plus les spécificités d'implantation, il y a à peu près 370 structures pour pas loin de 600 facilitateurs et facilitatrices de la clause sociale en termes de déploiement. Tout le territoire national métropolitain, mais aussi les DOM sont couverts, à l'exception de l'océan Pacifique qui a cette spécificité au vu de leur modalité d'achat, de ne pas avoir aujourd'hui de réponse sous cette forme-là. Un facilitateur de la clause sociale, il va avoir pour objectif d'accompagner le maître d'ouvrage et pas uniquement dans le cadre d'une activité, surtout si vous souhaitez diversifier votre activité uniquement de calibrage et uniquement sur des marchés sur lesquels notamment les marchés de BTP sur lesquels on va juste venir leur demander au moment de la finalisation du marché d'introduire un calibrage et une rédaction de la clause, d'en assurer le reporting et puis d'assurer le repérage sur le sujet, mais bien de travailler très en amont du lancement du marché, voire dès que la réflexion sur un achat est lancée, de mobiliser le facilitateur pour voir avec lui à la fois les modalités, est-ce qu'il est possible ou non d'inscrire une clause sociale, comment, dans quelles conditions, avec quel objectif, voire potentiellement en mobilisant des dispositifs qui vont au-delà de l'introduction d'une une obligation inscrite à l'intérieur du marché, mais de pouvoir potentiellement réserver tout ou partie, de créer un lot en réservation, voire d'aller jusqu'à acheter une prestation d'insertion sur tout ou partie de l'activité dans ce cadre-là. Ensuite, le facilitateur va, une fois que le marché a été travaillé, a été lancé, et qu'une entreprise a été déclarée comme attributaire dans ce cadre-là, eh bien, elle va accompagner l'entreprise titulaire sur les modalités de mise en œuvre,
sur la mise en place de tous les outils, des indicateurs et du suivi, puisque le facilitateur est à la fois un accompagnateur de l'entreprise sur l'organisation et le déploiement de sa clause sociale, mais aussi sur une deuxième partie, sur le contrôle et le suivi de l'activité. Ensuite, il va travailler avec l'ensemble des structures prescriptrices et puis il va travailler sur les structures porteuses d'un contrat de clause sociale potentiellement en retravaillant les fiches de poste et en diffusant les offres de clause, notamment aux structures de l'IAE et du handicap. En 2022, un facilitateur plein a pu en moyenne travailler avec 10 donneurs d'ordre sur 150 marchés. Il a généré à peu près 37 équivalents temps plein annuels pour 145 personnes, 191 contrats de travail et a travaillé avec 60 entreprises dans le cadre de son activité. Je l'ai dit, l'objectif aujourd'hui n'est plus un objectif quantitatif. On s'aperçoit qu'à 99%, la volumétrie de ce qu'on a inscrit à l'intérieur d'un marché, à partir du moment où il y a une part de main-d'œuvre qui existe, tous les marchés qui ont des parts de main-d'œuvre, il y a une capacité dans ce cadre-là à introduire une considération sociale et notamment une clause. Quel que soit le secteur, il est possible, il y a des tests qui ont été faits au niveau national et aujourd'hui ça s'élargit à absolument toutes les activités. Et donc ce n'est plus d'atteindre des objectifs chiffrés qui ont été fixés en conditions d'exécution, mais bien d'essayer de travailler à un élargissement sectoriel ou à une organisation du marché qui permettent d'aller toucher des publics différents. Parce qu'on s'aperçoit que tant qu'on reste sur les marchés du bâtiment et des travaux publics, eh bien, de facto, le public qu'on va retrouver en face va être un homme qui va avoir entre 25 et 45 ans, qui va être sur une activité dans le domaine du bâtiment. Et pour le coup, eh bien, ça explique que la clause aujourd'hui soit encore à plus de 80% mobilisée à destination du public masculin, très peu de public RQTH, plutôt à destination de demandeurs d'emploi de longue durée, une part de jeunes qui est en augmentation, mais qui pourrait encore être augmentée. Et donc, l'objectif de diversifier va permettre aussi d'élargir des cibles qui vont travailler dans ce cadre-là, en sachant que sur la fiche que je vous ai notée sur le sujet, vous avez au démarrage le pourcentage national. Par exemple, au niveau national, au niveau français, la clause, c'est 18% de public féminin. Il y en a que 14% en Île-de-France, ce qui s'explique aussi par rapport à ça sur la surreprésentation encore de des marchés du bâtiment et des travaux publics. Pour donner un titre d'exemple, il y a en France 3 régions qui aujourd'hui ont plus de marchés de services que de marchés dans le secteur du bâtiment en volume d'heures annuelles. Eh bien, la part de public féminin a été modifiée de manière substantielle sur ces territoires, puisque celui qui est en tête sur le sujet a dépassé les 30% de public dans le cadre de la réalisation de la clause sociale. De même, quand on avance sur les publics, sur l'introduction de clauses sur des marchés de prestations intellectuelles ou d'activités non physiques, eh bien, on retrouve une part de public RQTH qui est en augmentation substantielle. Par exemple, dans le cadre du suivi des marchés de l'UGAP, la part de public RQTH a dépassé les 20% dans le cadre de son activité, donc une modification substantielle. De la même façon, ça va permettre aussi d'aller toucher les seniors qui peuvent être aussi en augmentation dès qu'on est sur une diversification, notamment sectorielle, voire en travaillant et en écrivant des modalités qui vont pousser sur un certain nombre de sujets l'entreprise attributaire à avoir un œil particulier à destination des publics féminins, pourquoi pas des seniors, des publics jeunes ou autres sujets dans ce cadre-là. Autre sujet sur lequel je souhaitais revenir, c'est souvent on hésite en disant mais quand je vais lancer une clause, potentiellement je vais mettre en difficulté les toutes petites entreprises de mon territoire parce qu'elles sont moins armées, moins en capacité de pouvoir absorber des considérations sociales.
Aujourd'hui, il faut savoir que pratiquement la moitié de l'activité de la clause sociale est réalisée par des entreprises de moins de 50 salariés, voire une part aussi substantielle de public de moins de 20 salariés, ce qui veut bien dire que de manière globale, ce sont eux, parce que ce sont eux aussi qui répondent à toute une partie de marché, et notamment de marché de prestations intellectuelles ou autres sujets, qui vont en bénéficier. L'Île-de-France a plutôt là aussi des très gros marchés en nombre moins important, donc potentiellement un peu plus de grosses entreprises, puisque vous pouvez le voir, il y a 18% de l'activité en Île-de-France sur des entreprises de plus de 1000 salariés quand c'est seulement 10% France entière, et que sur les entreprises de moins de 50 salariés, il y en a que 36% en Île-de-France, quand il y en a 46% au niveau national. Enfin, au niveau de la mobilisation des structures inclusives, je pense notamment dans ce cadre-là aux structures de l'IAE et du handicap et au fait qu'ils sont porteurs des contrats de travail des bénéficiaires. Ça représente au niveau national 65% du portage de ces contrats au niveau national pour presque 41% en Île-de-France, dont 60% spécifiquement sur l'IAE pour 38% en Île-de-France. Sur l'élargissement des secteurs, aujourd'hui, comme je vous le disais, il n'y a plus de manière globale de marché. À partir du moment où il y a une part de main-d'œuvre sur lequel nous n'avons pas, de manière collective, avec l'ensemble du réseau de facilitateurs, réussi à introduire des considérations sociales. Euh, Là-dessus, les quelques sujets sur lesquels on a assez régulièrement des questions et qu'on n'y arrive pas, ça peut être des marchés par exemple d'assurance, puisque pour le coup, tant qu'il n'y a pas eu à un moment besoin de déclencher la mobilisation de son contrat d'assurance, bah, il y a peu ou pas de part de main-d'œuvre. Idem sur des sujets, par exemple, autour de tickets restaurants ou autres éléments de ce type-là, puisque pour le coup, on va acheter un service sur lequel la part de main-d'œuvre est quand même particulièrement faible en termes d'activité. Par contre, sur tous les autres sujets, à partir du moment où il y a une part de main-d'œuvre, on est capable d'introduire une considération sociale qu'on va complètement en lien entre le facilitateur et l'acheteur calibrer pour pouvoir permettre de trouver la juste mesure de l'activité en lien avec la spécificité des marchés. On arrive aussi de plus en plus à le faire au niveau des prestations intellectuelles. Là aussi, l'ANRU, mais Marianne pourra en parler, est un élément de multiplicateur de l'introduction de considérations sociales au niveau des marchés d'assistance, notamment à maîtrise d'ouvrage et d'études préalables, sur lequel on arrive à introduire maintenant de manière assez régulière des clauses dans ce cadre-là. On arrive à le faire aussi sur les marchés de fourniture, soit à partir du moment où on est sur des volumétries suffisantes pour aller introduire la considération directement dans les usines sur lesquelles le produit manufacturé peut être travaillé et déployé. Et là, pour le coup, on a de l'activité relativement importante à pouvoir faire. Ou autrement, ça va être sur les prestations qui vont être liées à l'installation, au transport, au montage des éléments qui vont être achetés dans le cadre de ces marchés de fourniture. Enfin, un dernier sujet sur lequel ça se multiplie, il y a une activité relativement importante, ce sont les marchés d'insertion et donc la spécificité d'acheter spécifiquement de l'insertion en ayant un support technique derrière et notamment sur un certain nombre de sujets sur lesquels ça fonctionne bien, notamment en Île-de-France, sur par exemple le remplacement de personnel sur des activités spécifiques sur lesquelles les collectivités ou un certain nombre de donneurs d'ordre peuvent acheter des prestations de remplacement des personnes en congé, en arrêt de longue durée ou ainsi de suite, avec un système qui se déploie dans le cadre de marchés d'insertion. Ou autrement, on peut acheter des marchés d'insertion qui vont réaliser l'entretien des espaces verts d'un territoire ou d'une structure ou d'un établissement public administratif ou autre sujet, mais sur lequel on va acheter de l'insertion avec comme support la partie espace vert de l'activité. Il y a aussi dans ce cadre-là des marchés qui ont pu être mis en place dans des centres de tri ouverts au public,
dans des recycleries ou autres sujets sur lesquels des activités ont pu se déployer dans ce cadre-là. Rapidement, donc les marchés de services, je le disais, au niveau national, ça représente 43,5%. Je modifierai, parce que ce chiffre-là, je t'ai bien corrigé par rapport à l'autre, 27% en Île-de-France, 4% de la prestation intellectuelle. Mais là-dedans, il y en a quand même une bonne partie qui est liée au BTP, puisqu'on est majoritairement sur de la prestation intellectuelle en assistance à maîtrise d'ouvrage ou des études préalables liées à des constructions de bâtiments. 1% de marché de fourniture, 0,7% en Île-de-France, et 5% de marché d'insertion. Là, par contre, un très gros score de l'Île-de-France, avec plus de 10% de l'activité dans ce cadre-là. Rapidement, un point sur les évolutions juridiques sur lequel je vais revenir rapidement. Donc, je l'ai dit, l'année prochaine, on va fêter les 30 ans de la première introduction d'une clause de mieux-disance sociale, avec tout un process à la fois de validation et d'engagement dans ce cadre-là, avec notamment toute une partie de contentieux qui ont pu avoir lieu au niveau de la Commission européenne ou au niveau de tribunaux français, qui ont toujours tous validé la capacité à introduire des considérations sociales, mais aussi des critères dans ce cadre-là, à partir du moment où on mesure bien dans le cadre de ces critères ce qui est lié à l'objet de ce qu'on achète, puisque l'acheteur n'a la capacité à regarder, à mesurer, à vérifier et à attendre de l'entreprise de l'activité que sur le périmètre de son achat. Il ne peut pas regarder tout le reste de l'activité de l'entreprise, que ce soit bon ou moins bon dans ce cadre-là. Et donc, après toute cette période de stabilisation, un passage avec la directive de 2014 au niveau européen, qui a fait que maintenant, cette invention française, après 20 ans d'existence en France, s'est déployée sur l'ensemble du territoire européen, directive qui est revenue dans le Code de la commande publique, et qui maintenant est devenu tellement systématique qu'en 2021, la direction des affaires juridiques a republié les nouveaux CCAG en les réécrivant en lien avec le nouveau code de la commande publique. Et les 5 CCAG préexistants ainsi que le nouveau, justement sur tous les marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ont une clause sociale qui est inscrite à l'intérieur du CCAG. Une clause sociale qui n'est pas mobilisable à l'intérieur de ces CCAG de manière automatique, puisque pour le coup c'est une option à l'intérieur du CCAG qu'il s'agit de déclencher à partir du moment où l'acheteur le souhaite, tout en y rajoutant à l'intérieur un certain nombre d'éléments qui vont notamment définir la volumétrie attendue en termes de conditions d'exécution, mais aussi potentiellement de travailler sur la liste des publics éligibles, de déclarer un facilitateur qui va être en charge de l'activité et du suivi, d'y rajouter les éléments liés au RGPD et au contrôle des données qu'il peut y avoir dans ce cadre-là, mais aussi potentiellement des modalités de suivi et de l'organisation qu'il y a sur le sujet. Ensuite, il y a la loi climat et résilience sur lequel je reviendrai de manière plus spécifique et notamment sur 2 aspects de cette loi du 22 août 2021 et notamment de son article 15 qui a un impact relativement important sur l'achat socialement responsable. En 2022, le Commissariat général au développement durable a sorti la programmation nationale de l'achat durable pour la période 2021-2025, qui a posé pour objectif que 30% des marchés publics aient une considération sociale à l'intérieur. Les collectivités sont assez peu éloignées aujourd'hui quand on est sur le chiffre national et global. Après ça, chacun sur son territoire doit pouvoir évaluer en fonction de sa volumétrie de commande publique où il en est sur cet objectif. Mais en tout cas, en moyenne nationale, les collectivités sont assez peu éloignées de cet objectif, étant donné qu'elles avaient dépassé l'objectif du plan précédent sur lequel elles avaient atteint 25%. L'État a un peu plus d'activités à déployer dans ce cadre-là pour réussir à rattraper son retard et à pouvoir le déployer de manière pertinente.
À ce sujet, l'État, en parallèle de ce plan national de l'achat durable, a lancé un appel à projet national de facilitateurs qui a permis le déploiement de ces coordinateurs régionaux que je vous ai présentés sur la cartographie tout à l'heure, qui est une nouveauté qui se met en place sur les 2 dernières années, 2022-2023, et qui fait qu'à aujourd'hui, pratiquement toutes les régions françaises seront couvertes par des coordinateurs régionaux, mobilisables et interlocuteurs de l'ensemble des acheteurs sur leur région, mais aussi de facilitateurs sur un certain nombre de territoires, puisque ça a permis le déploiement de 95 ETP en 2022 et de nouveaux 90 ETP en 2023. Et puis, j'ai souhaité renvoyer vers 2 guides qui ont été sortis par 2 services de Bercy. La direction des affaires juridiques qui a sorti un guide de l'achat socialement responsable en 2022. La direction des achats de l'État ayant sorti son guide de réussir sur la réussite de son achat responsable en 2023. Et qu'à aujourd'hui, nous sommes atteints, nous, au niveau d'Alliance Ville Emploi, avec l'ensemble de l'écosystème de nos partenaires, à la fois ministères, représentants et têtes de réseau des structures inclusives, mais aussi des branches professionnelles, de sortir un guide des fondamentaux de la clause sociale. Donc, si on peut le dire, le guide de l'achat socialement responsable de la DAJ pose les bases juridiques. Le guide sur la réussite de son achat responsable de la DAE donne les clés de la réussite à destination des acheteurs. Notre recueil des fondamentaux accompagne le facilitateur pour pouvoir répondre à l'ensemble de ses besoins et pour pouvoir accompagner de manière pertinente l'ensemble de son écosystème territorial, à la fois d'acheteurs, d'entreprises et puis de coordination de son partenariat territorial pour réussir de manière pertinente l'organisation de cette clause. Notre guide des fondamentaux sortira lors de nos journées nationales les 18 et 19 décembre prochains, auxquelles vous êtes bien évidemment tous cordialement invités. Petit clin d'œil en parallèle sur le sujet. Donc, je rappelle que là-dessus, les objectifs de la clause sociale, c'est de mobiliser toute sa commande publique dans un travail préalable en lien entre le facilitateur et le donneur d'ordre pour décrypter qualitativement ses achats, ses besoins, de réfléchir dans ce cadre-là aux modalités dont on peut le déployer, l'organiser, le découper, le qualifier pour permettre d'introduire des considérations sociales qui vont permettre à ce que du public éloigné de l'emploi puisse rejoindre le marché du travail et les entreprises. Et là-dessus, qu'on soit bien en capacité de cibler toutes les politiques publiques sur le sujet, les demandeurs d'emploi, les jeunes, les seniors, les bénéficiaires du RSA, les RQTH, potentiellement les réfugiés, mais aussi tous les salariés des structures conventionnées par l'État, et notamment celles de l'IAE, du handicap et de l'ESS. Tout ça en engageant et en mobilisant autour de cette activité tout l'écosystème de l'insertion sociale et professionnelle, mais aussi du développement du territoire, puisque je rappelle que dans ce cadre-là, l'introduction de clauses qui pendant très longtemps ont été vues par les entreprises comme une obligation supplémentaire dans le cadre de la réalisation, aujourd'hui est de plus en plus entendue par les entreprises comme étant une nouvelle modalité de recrutement, une capacité à rencontrer des publics qu'ils n'auraient pas rencontrés de facto de manière immédiate dans leur process de recrutement habituel, d'abord parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de communiquer avec eux, parce que le facilitateur va aussi permettre d'aller rechercher au plus fin sur son territoire les publics dans les quartiers, en lien avec l'ensemble des structures qui assurent l'accompagnement du public, et de faire en sorte que tout cet écosystème mobilise, travaille, anticipe les besoins sur les différents marchés pour permettre de les mettre à disposition de manière pertinente auprès des entreprises sur les sujets larges de la réalisation du marché et exclusivement pendant la période de réalisation du marché, même si un certain nombre de dispositions peuvent permettre à une entreprise, notamment le système de la globalisation, de solliciter un donneur d'ordre pour lui dire je propose que la réalisation de mon activité, pour qu'elle soit qualitativement meilleure à destination de la personne que j'ai recrutée ou qui m'est mis à disposition au sein de ma structure
ou que je fais travailler par l'intermédiaire de mon sous-traitant, voire d'un co-traitant inclusif, je propose qu'il puisse travailler sur plusieurs marchés que j'ai avec un même donneur d'ordre ou avec plusieurs donneurs d'ordre pour lui permettre d'avoir un parcours plus long, plus qualitatif, potentiellement avec de la formation à l'intérieur, potentiellement avec des modalités d'accompagnement et d'intégration plus importantes et notamment du tutorat qui vont lui permettre dans ce cadre-là d'assurer une possibilité d'intégration à long terme réussie. Donc les grandes actualités, j'en ai parlé, la possibilité aussi de s'appuyer aujourd'hui sur la plateforme de l'inclusion ou sur le marché de l'inclusion, qui est un moyen aussi de travailler en termes de sourcing ou de repérage de besoins à destination des acheteurs, c'est-à-dire de définir un besoin et de solliciter l'ensemble des opérateurs inclusifs du territoire de l'IAE du handicap, de pouvoir faire des propositions à destination de l'acheteur. Tout ça en lien avec le facilitateur qui a une connaissance fine des opérateurs, insertion IAE ou handicap de son territoire ou de l'économie sociale et solidaire. Sur l'article 15 du loi climat et résilience, je terminerai par ça. L'arrivée des CCAG, je vous en ai déjà parlé, plan national et de l'appel à projet. Sur l'article 15, je voulais revenir sur deux points dans ce cadre-là qui me paraissent particulièrement importants. Le premier, c'est dans l'écriture et la définition de son schéma prévisionnel d'un achat socialement et écologiquement responsable, donc le SPASER, qui jusqu'à présent n'était obligatoire que pour les factures qui dépassaient les 100 millions d'euros. Aujourd'hui, ça a été par décret descendu à 50 millions d'euros depuis le 1er janvier 2023. Un certain nombre de territoires aujourd'hui sont encore en train de travailler dessus, même si c'est une obligation, puisque pour essayer de l'avoir fait là pendant l'année 2023 en termes de fonctionnement, on peut penser que par décret, cette somme ne va faire que baisser petit à petit en termes de fonctionnement dans ce cadre-là. Et puis, Monsieur Serrier, que je remercie et que je salue depuis son île de la Réunion, je suppose que c'est lui, nous rappelle que c'est aussi en lien avec les éléments environnementaux sur le sujet. Deuxième sujet qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre des SPASER, un certain nombre de collectivités ou de donneurs d'ordre, même s'ils n'ont pas d'obligation légale, se sont lancés dans l'écriture d'un schéma d'un achat responsable, à la fois pour organiser, pour calibrer, pour faciliter la vie de ces acheteurs, en définissant les modalités et les attentes politiques qu'ils souhaitent poser, mais aussi pour anticiper deux sujets dans ce cadre-là. Le premier, l'obligation d'avoir 30% de considération sociale à l'intérieur de leur marché. Comment le faire? Quelle feuille de route déployer et mettre en place, puisque ça, c'est à destination de tous les acheteurs publics. Et puis, le deuxième sujet, qui est d'anticiper ce qui va arriver au plus tard le 22 août 2026, sur lequel j'entends que potentiellement la date pourrait être légèrement avancée dans le cadre d'un nouveau décret. Ça va être l'obligation de l'inscription d'une considération sociale sur tous les marchés qui dépassent les seuils européens. À ce titre-là, je rappelle que les seuils européens, en fonction du type d'achat, sont pour les trois types d'acheteurs, État, collectivité ou autres. Pour les marchés de travaux, pour tout le monde, c'est la même chose et tout le monde est à égalité sur le sujet. Le seuil européen est à hauteur de 5 382 000, ce qui ne veut pas dire qu'il faut il faut attendre d'avoir atteint ce seuil pour introduire une considération sociale. Ça dit juste qu'au-delà de ce seuil, c'est une obligation de l'introduire. Par contre, sur les marchés de travaux et bâtiments travaux publics, bien en deçà aujourd'hui de ce seuil de 5 382 000, de très nombreux territoires introduisent des considérations sociales à l'intérieur de leur marché, et bien heureusement. Par contre, ce sur quoi on a moins l'habitude, c'est sur les marchés de services et sur la durée de la procédure qui a été lancée. Donc très souvent en France, 4 ans. Le seuil européen pour l'État, il est de 140 000 euros. Donc quand vous divisez 140 000 euros par 4, ça fait quand même une volumétrie financière relativement faible de manière annuelle. Sur les collectivités, 215 000 euros et sur les autres donneurs d'ordre, 431 000 euros. Donc à partir de 2026, et n'attendez pas 2026 pour vous retrouver au pied du mur, parce que si sectoriellement vous n'avez pas anticipé
le fait d'aller tester hum, secteur professionnel par secteur professionnel, secteur d'achat par secteur d'achat, d'avoir testé votre capacité à l'organiser, à la fois territorialement, avec vos entreprises attributaires, avec les structures en charge de l'accompagnement du public, comment je trouve les bons publics, comment je les mobilise, pour avoir aussi permis à l'ensemble des structures de l'IAE et du handicap d'avoir potentiellement acquis des compétences pour pouvoir répondre en termes de sous-traitance ou de mise à disposition de personnel, il va être particulièrement important d'anticiper dans ce cadre-là le fait que d'ici à 2026, c'est-à-dire demain dans un process d'achat, vous ayez anticipé secteur par secteur la capacité d'introduire des considérations sociales, puisqu'à partir de 2026, on va inverser ce qui se faisait jusqu'à présent depuis 30 ans, c'est-à-dire que c'était une volonté politique et une volonté technique que de choisir d'introduire ou non une considération sociale. À partir de 2026, il faudra, sur tous les marchés qui dépassent ces seuils, les introduire. Et là aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'est un seuil définitif ou est-ce que potentiellement ces seuils-là seraient voués à bouger? Pour continuer à travailler sur le sujet, je vous ai mis, pour que ce soit plus facile pour vous pour pouvoir les retrouver, le guide des aspects sociaux de la commande publique sorti par la DAJ et le guide de réussir son achat responsable, le lien avec Bercy pour donc le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le lien vers ces deux guides. Voilà. J'ai essayé de rattraper mon retard, ou en tout cas le temps qui m'était imparti, pour libérer Ayette en temps et en heure. Merci beaucoup, Jérôme, hein, pour cette présentation très complète. Ce que je vous propose, c'est, voilà, vu le retard et les contraintes des intervenants, qu'on prenne les questions. Jérôme, vous pouvez rester jusqu'à la fin Je suis là. de l'atelier. À ce moment-là, on va peut-être laisser Marianne, ou à moins que Ayette veuille prendre la parole, mais dans la logique, c'était mieux que de laisser l'ANRU. Je sais pas Non, si mais on peut garder l'ordre indiqué et je m'adapterai. Pas de souci, Erika. Merci beaucoup, Ayat. À ce moment-là, on prendra les questions en fin d'atelier pour qu'au moins que tous les participants puissent écouter vos présentations. Je te laisse la main, Marianne. Oui, voit c'est bon. bien Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, on voit bien Bon, super. TPT. Juste si tu peux le mettre en diapo, peut-être. Ouais, 2 secondes, je suis en train de mettre mon micro en même temps et je vais mettre en diapo. Oui. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup Erika, merci Jérôme aussi, qui a fait toute l'introduction. On va être complètement dans une logique, donc c'est super. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marianne Kioch, chargée de mission sur les questions de développement économique, d'insertion et d'emploi au sein de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Donc ça fait 5 ans que je suis à l'ANRU et auparavant j'étais à l'URTI, qui est l'Union régionale des territoires pour l'insertion et l'emploi en Île-de-France, qui était la tête de réseau des facilitateurs franciliens dans le cadre de la MAX, donc en lien avec le GIP à l'époque. Voilà, aujourd'hui l'idée, donc j'ai bien compris qu'on était un peu juste niveau timing, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer assez vite. Le PowerPoint est assez complet, donc vous pourrez l'avoir sans aucun problème après la présentation. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ce sera plutôt enfin pas des redites, mais en tout cas il n'y aura pas de grandes découvertes. Mais l'idée aujourd'hui, c'était un peu de faire un focus sur dans la thématique qui nous anime, sur comment l'ANRU aujourd'hui et les opérations liées à l'ANRU, hein, qui sont quand même qui touchent quand même tous les territoires français métropolitains et ultramarins, peuvent être demain un levier justement pour diversifier ces bénéficiaires, puisque ça va, enfin, les bénéficiaires et les types de marchés qui sont impactés par les objectifs, dans la mesure où ça rentre complètement dans les objectifs de notre nouvelle charte nationale d'insertion. Voilà. Du coup, un rappel très rapide. L'ANRU, donc l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, elle a été créée il y a 20 ans, donc on va bientôt fêter les 20 ans de l'agence en début 2024 de sa création. Mais elle a été au départ créée par une loi en 2003, la loi Borloo, pour mettre en œuvre les grands programmes nationaux de rénovation urbaine. À l'heure actuelle, actuellement, il y a eu 2 programmes nationaux de rénovation urbaine, l'ANRU 1, le PNRU, Programme national de rénovation urbaine, qui s'est terminé en 2020 et dans
duquel on vient de tirer le bilan, y compris sur les sujets insertion, bilan qui a été publié, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, et qui fera l'objet de différentes interventions de la direction générale, justement dans le cadre de l'anniversaire des 20 ans de la création de l'agence. Et le nouveau programme national de rénovation urbaine, donc le NPNRU, qui lui a été lancé en 2014 et qui est toujours en cours. Donc si on suit la logique du premier, il devrait à minima être en cours jusqu'à 2030 pour la mise en œuvre des travaux. L'ANRU, c'était la création d'un guichet unique. Alors, je le rappelle assez souvent, en fait, avant l'ANRU, notamment les bailleurs sociaux, mais aussi les collectivités, devaient faire la tournée un peu des financeurs pour mettre en œuvre des projets de rénovation urbaine. Et on ne pouvait pas vraiment parler de projet de rénovation urbaine, puisque finalement, il n'y avait pas de vision d'ensemble. Et c'est l'un des points qui est important dans le cadre de l'ANRU, c'est qu'on va certes être sur un projet urbain, hein, on est quand même l'agence de la rénovation urbaine, donc on a vraiment un cœur de métier qui est le logement, l'aménagement, l'habitat en général, les équipements publics, la ville en fait. Mais on allait être aussi on a aussi été un guichet unique dans le sens où l'ANRU a permis le financement de projets, on dit parfois intégrés, de projets globaux, qui intégraient les dimensions certes urbaines, logement, aménagement comme je l'ai dit, mais aussi toute une panoplie de dimensions sociales qui sont nécessaires à faire des projets d'urbanisme d'ampleur. Puisque bon, pour ceux qui connaissent les projets en rue, on parle de la réfection donc des banlieues, mais surtout de quartiers qui sont souvent à une échelle assez large, de véritables bouts de ville. Et du coup, c'est vraiment important de prendre en compte toutes les dimensions et de ne pas être que sur une approche urbaine. Tout ça pour en venir au fait que la dimension insertion, emploi, développement économique était bien entendu une dimension importante à intégrer dans ces projets dès le départ et dès la création de l'agence. Pour rappeler le fonctionnement, parce que des fois on oublie, l'ANRU n'est pas maître d'ouvrage des opérations. Ce n'est pas l'ANRU qui passe les marchés directement pour les projets urbains qui sont mis en œuvre sur les territoires, contrairement à d'autres grands donneurs d'ordre. Alors par exemple en Île-de-France, la Société du Grand Paris pour le Grand Paris Express, ou en partie les Jeux Olympiques, enfin, notamment la Solidéo qui est en train de terminer ses ouvrages, mais qui faisait les ouvrages, ils étaient maîtres d'ouvrage de leurs opérations, de leurs projets urbains. Nous, l'ANRU, nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage. Nous cofinançons plutôt les maîtres d'ouvrage qui mettent en œuvre. Et c'est pas anodin parce que certes, ça nous donne un rôle et un appui, un levier sur une multitude de maîtrises d'ouvrage. Je crois qu'on en compte à peu près 4000 à l'échelle nationale, donc c'est pas anodin. Maîtrise d'ouvrage principalement publique. Mais nous ne sommes pas, c'est pas nous qui passons les marchés, c'est pas nous qui mettons les objectifs d'insertion directement. Moi, j'écris pas des marchés tous les jours, donc il faut vraiment l'avoir en tête parce que c'est un fonctionnement un peu différent qui fait qu'on a un levier là-dessus un peu plus indirect qu'un maître d'ouvrage qui classiquement mettra en œuvre des objectifs. Voilà, donc le nouveau programme de rénovation urbaine, c'est 450 projets sur l'ensemble du territoire national. Donc je parlais tout à l'heure des territoires ultramarins qui sont également impactés, les territoires métropolitains avec une concentration d'à peu près un tiers des projets en Île-de-France. Enfin, un peu moins, un quart plutôt des projets en Île-de-France. En tout, c'est 12 milliards d'euros de cofinancement. Donc, on apporte du cofinancement. L'ANRU ne finance jamais à 100% les opérations et qui sont du coup un levier assez fort de cofinancement. Dans le premier programme, on estimait qu'à peu près 1 euro de l'ANRU, c'était 3 euros à 3,50 € investis par des cofinanceurs. Donc, ça a amené un levier de 1 à 4. Donc, on estime aujourd'hui, mais on ne peut pas avoir le chiffre précis, que le nouveau programme de rénovation urbaine va entraîner uniquement sur le volet investissement 50 milliards d'euros d'investissement. Donc, on parlait tout à l'heure de la période 2014-2020. Clairement, les investissements se concentreront plutôt sur 2020-2030 au maximum, parce que les premières années étaient plutôt des années d'études. Et un petit zoom sur l'Île-de-France, puisque aujourd'hui on est quand même, on fait quand même un petit focus sur ce territoire. En Île-de-France, ça concerne 102 quartiers politiques de la ville, puisque l'ANRU intervient, j'ai oublié de le préciser, mais je pensais que c'était acté, que sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc en Île-de-France, on est déjà sur quand même 102 quartiers, plus de 260 donneurs d'ordre majoritairement publics. Nous avons aussi des donneurs d'ordre privés, mais très peu, compte tenu qu'on gère de l'argent public. Aujourd'hui, on en est à 12 milliards d'investissements prévisionnels en Île-de-France uniquement contractualisés, c'est-à-dire qu'il reste encore des conventions NPNRU qui ne sont pas signées. Et on estime, et on peut être aujourd'hui que sur des estimations, qu'on est sur environ 10 millions d'heures d'insertion prévues. Ces 10 millions intégrant la part investissement qui sera à peu près à hauteur de 8 millions d'heures et toute une panoplie plein d'autres, on va dire, objectifs qui ne seront pas forcément sur le côté urbain et investissement,
qui sont et c'est celui qui nous rassemble notamment aujourd'hui, qui seront sur les opérations et les actions de gestion urbaine. Donc l'ANRU, dans le cadre de dans le cadre de ces projets, donc passe, comme je vous le disais, des conventions nationales, des conventions locales de rénovation urbaine, donc qui sont des conventions multi-acteurs signées par l'ensemble des maîtres d'ouvrage investis dans les projets. Donc ça concerne les collectivités territoriales, intercommunalités, villes, parfois départements, régions également, hein, selon le type d'opération qu'il y a sur place, mais surtout les bailleurs sociaux. Et également les aménageurs publics, les SEM, enfin voilà, vous avez tout un panel d'acteurs qui sont signataires de conventions locales NPNRU de projets. Donc ce sont des conventions pluriannuelles qui vont régir l'ensemble qui vont être l'outil contractuel pour l'ensemble du projet urbain. Et dans ces conventions, à partir du moment où un maître d'ouvrage, dans le cadre du NPNRU, d'un programme de rénovation urbaine, reçoit 1 euro de financement de l'ANRU, il est soumis à la mise en œuvre d'une charte nationale d'insertion. Cette charte nationale d'insertion, elle a été créée dès la création de l'agence, hein, il y a 20 ans. Elle a été remise à jour pour le second programme de rénovation urbaine et aujourd'hui, elle oblige, en tout cas, elle impose les maîtres d'ouvrage à respecter 4 types d'objectifs. 5% de leur travail minimum sur les investissements, incluant la partie ingénierie. C'est-à-dire qu'on va être certes sur les investissements, le bâti, le logement, l'aménagement, les équipements, etc., mais également sur toutes les prestations d'ingénierie qui sont liées à ces investissements. C'est pas anodin parce que dans le premier programme, on a bien vu que lors du bilan de l'ANRU 1 sur les volets insertion, et c'est aussi normal parce que nous, notre cœur de métier, comme je le disais, c'est l'urbain, 90% des objectifs d'insertion avaient été réalisés, surtout sur la partie travaux des investissements, donc sur du bâtiment, travaux publics. Or, dans ce deuxième programme, on insiste vraiment sur le fait que la partie ingénierie doit elle aussi donner lieu à la mise en œuvre d'objectifs d'insertion. Pour certains territoires, c'est quelque chose de très naturel, déjà depuis quelques années, ou en tout cas d'essayer de le faire. Pour d'autres, c'est quelque chose de très nouveau. Deuxième type d'objectif, au moins 10% des heures travaillées, donc 10% d'objectifs, dans le cadre des marchés liés à ce qu'on appelle la gestion humaine de proximité. La gestion humaine de proximité, c'est l'ensemble des actions qui vont concourir à l'entretien, la maintenance et la pérennisation des équipements qui auront été, enfin des équipements, des logements qui auront été qui sont faits dans le cadre du projet urbain. Ça peut concerner l'amont, le pendant et l'après des chantiers. Par exemple, je reviendrai après sur avec un zoom sur cet objectif-là. Par exemple, le ramassage des ordures ménagères, par exemple, le ramassage des encombrants, l'entretien des espaces verts, la maintenance des ascenseurs, la maintenance des toits terrasses, la maintenance des robinetteries pour un bailleur social ou un équipement d'ailleurs, etc. Toutes ces prestations, toutes ces actions, quand elles donnent lieu à des marchés, doivent, en lien avec l'ANRU, faire l'objet d'objectifs d'insertion. Troisième objectif, un objectif qui ici n'est pas chiffré, mais qui est plutôt un objectif de mise en dynamique locale pour embaucher dans le cadre des équipes des maîtres d'ouvrage, donc liées à l'ingénierie, au fonctionnement et à l'accompagnement du projet urbain, des personnes issues des quartiers prioritaires en situation d'insertion. Je vous prends 2 exemples. Je suis un bailleur social, je vais avoir des gros relogements à prévoir parce qu'il y a une démolition dans le cadre de l'ANRU qui oblige mon organisme à reloger en lien avec ses collègues organismes de logements sociaux des publics. Dans ce cas-là, je vais avoir peut-être un surplus d'activités administratives parce qu'il faut faire tous les états des lieux sortants, les états des lieux rentrants pour les locataires qui vont être relogés. Et bien peut-être que si j'embauche un renfort, je peux me poser la question d'un recrutement au sein de publics issus de quartiers politiques de la ville et de publics en insertion. Autre exemple beaucoup plus éloigné, qui n'est pas dans l'exemple bailleur, pardon. Je suis une mairie, je vais porter la maison de projet du projet urbain où les habitants pourront venir chercher l'information sur le projet urbain, avoir les dernières actualités, peut-être assister à des réunions de concertation, etc. Et je vais avoir besoin d'embaucher quelqu'un pour faire l'animation de ce lieu. Pourquoi pas se poser la question d'une personne en situation d'insertion ou d'un jeune diplômé qui peine à trouver un premier emploi, quelqu'un issu du quartier. Voilà. C'est un peu cette idée-là. Donc, c'est 2 exemples comme ça que j'invente pour illustrer le propos, mais il peut y en avoir énormément. Et enfin, 4e type d'objectif, qui est un peu qui sont un peu des types d'objectifs transversaux aux 3 autres. L'idée, c'est de mettre des objectifs qualitatifs qu'on se fixe localement entre partenaires.
C'est-à-dire que c'est pas sur chacun des marchés ou sur chacun des recrutements. Ça va être, par exemple, on vise localement à ce que 25% des objectifs d'insertion, tout confondu, aillent à des publics jeunes, de moins de 25 ans. Donc ça ne veut pas dire que dans chaque marché ou dans chaque clause qui aura été mise, il faudra absolument qu'il y ait 25% de publics jeunes, mais ça veut dire que chaque année, on va regarder un petit peu, bah voilà, cette année, nous avons eu 100 bénéficiaires. Ben, sur 100, on n'avait que 10 jeunes. Ah ben pourquoi? Est-ce qu'on pourrait, on s'était dit qu'on en voulait à peu près un quart, 25%. Comment est-ce que l'année prochaine, on pourrait peut-être mieux travailler avec la mission locale pour mieux anticiper, peut-être trouver des nouveaux moyens d'aller chercher des publics jeunes parce qu'on a du mal à les toucher. Je dis les jeunes parce que c'est un des exemples qui est le plus souvent pris. On a bien entendu souvent les femmes, les seniors, mais ça peut être aussi des objectifs qualitatifs un peu différents. J'ai des territoires qui se sont mis des objectifs un petit peu comme le font la Société du Grand Paris ou les Jeux Olympiques, entre autres, de se dire, bah, on veut qu'il y ait 20% des objectifs d'insertion qui soient remplis en s'appuyant sur des structures d'insertion par activité économique, par exemple, ou des structures inclusives au sens large avec aussi des structures du handicap. Voilà. Les objectifs qualitatifs, ils ne seront jamais observés au niveau national puisqu'ils sont à proprement parler local, ils sont fixés localement. Ils peuvent aller dans le sens de la politique publique locale envers un public particulier. Je pense au public senior dans certains départements qui sont particulièrement visés par ce type d'objectif. Sur d'autres territoires, on pouvait avoir les publics migrants, par exemple, qui sont sous protection internationale, qui sont particulièrement visés parce qu'il y a un sujet sur ce territoire. Voilà. Donc c'était un petit peu pour vous faire la revue des objectifs donc, qui sont obligatoires et qui s'imposent à chacun des maîtres d'ouvrage engagés dans le NPNF. Très rapidement, et ça rejoindra complètement ce que Jérôme a pu dire juste avant, nous, dans le cadre de l'ANRU, on attend la désignation de ce qu'on appelle une structure opérationnelle en charge du suivi de l'insertion. Alors, c'était le mot compliqué, enfin l'expression compliquée pour dire facilitateur. Voilà. En gros, l'idée, c'est que on demande vraiment, comme nous sommes un guichet unique, eh ben, on demande également à avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble du projet urbain sur chaque territoire qui est désigné de manière quasi naturelle sur tous les territoires où il y avait déjà des guichets uniques qui préexistaient, très souvent d'ailleurs issus ou hérités du premier ANRU, mais qui avaient pu aussi se renforcer et se consolider depuis le premier programme. Très, 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 très naturellement, c'est souvent cette structure-là qui a été désignée par l'ensemble des maîtres d'ouvrage locaux. Mais dans le cadre de l'ANRU, on pousse vraiment à ce que ce guichet devienne le guichet territorial unique. On avait par exemple sur certains territoires des bailleurs sociaux qui, pour différentes raisons, continuaient de mettre en œuvre des objectifs d'insertion de manière assez mécanique sur des marchés notamment de travaux. Et ben nous, dans le cadre de l'ANRU, on demande vraiment à ce qu'un bailleur social qui reçoit du financement de l'agence dans le cadre de ce projet urbain passe obligatoirement à minima dans ce cadre de ce projet par le guichet unique. Pourquoi? Parce que c'est cette structure-là, et c'est l'objet de ce schéma aussi, qui va faire le pivot entre l'ensemble des maîtres d'ouvrage, l'ensemble de leur marché, l'ensemble de leur prévisionnel achat finalement, sur les aspects plutôt travaux, mais aussi sur les aspects autres que travaux, avec l'ensemble de l'écosystème des acteurs de l'emploi et de l'insertion, afin aussi de leur donner une sorte d'information globale, et que ce ne soit pas chaque maître d'ouvrage qui aille discuter avec tout cet écosystème, ce qui ferait qu'en fait, on aurait moins ce côté un peu de gestion prévisionnelle des emplois et compétences à l'échelle d'un territoire, en fonction des besoins d'insertion et des marchés qui arrivent. L'avantage des projets ANRU, c'est que comme c'est des projets qui sont contractualisés avec un ensemble d'opérations qui est déjà pré-identifié, vous avez déjà, notamment sur la partie travaux, tout un prévisionnel extrêmement clair, pluriannuel, qui arrive. Donc ça permet aussi, en ayant un guichet unique, de travailler vraiment à une animation territoriale de l'ensemble d'un écosystème pour demain répondre à ces objectifs qui seront mis, mais aussi pour pouvoir les utiliser comme un levier pour la qualité et la diversification des publics, ce qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà, donc nous, on insiste vraiment sur replacer cette structure qui, dans les faits, sont souvent les structures, enfin, qui sont les structures porteuses de facilitateurs au cœur de l'écosystème. On sait que c'est un des héritages principaux du premier programme de rénovation urbaine que d'avoir créé et consolidé ces guichets uniques. On veut que ça continue dans ce sens-là et on maintiendra cette organisation pour l'ensemble du nouveau programme de rénovation urbaine. Bon, là, je ne veux pas du tout lire tout ça. C'était plutôt pour rappeler un peu que ce que je viens de dire en fait juste avant, c'est que la structure opérationnelle, elle a vraiment ce rôle de pivot dans l'organisation prônée par l'ANRU entre les maîtres d'ouvrage d'un côté et aussi de l'autre côté l'écosystème des acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle. J'entends parfois, et je tiens à le préciser parce que j'ai encore eu un appel téléphonique sur ce sujet hier, que dans l'ANRU, on interdit aux maîtres d'ouvrage de parler avec l'écosystème des acteurs de l'emploi et l'insertion. Alors, c'est pas vrai, c'est pas qu'on interdit, c'est juste que pour la gestion des objectifs d'insertion qui sont liés à nos programmes, on demande à ce que la structure opérationnelle en charge du suivi d'insertion, elle soit
coordinatrice ou en tout cas qu'elle soit intégrée dans les échanges entre ces deux mondes. Notamment particulièrement en ce qui concerne nos objectifs. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment avoir ce guichet unique et on veut vraiment avoir cet interlocuteur unique pour nos projets. Ça a vraiment l'objectif de structurer une politique territoriale qui se veut en quelque sorte harmonisée au niveau national, puisque les 450 projets en rue doivent mettre en œuvre cette organisation. Et c'est comme ça que dans l'ANRU 1, on en est venu à créer un poste de facilitateur qui certes a toujours des spécificités locales, puisque ce sont des postes qui sont portés localement, mais qui quand même, et là-dessus le travail d'Alliance Ville Emploi a énormément appuyé cette structuration, on est même la base, qui quand même ont une base commune de manière de fonctionner. Et donc, nous, en rue, on prône vraiment ça. Donc là, vous pourrez lire cette diapositive si ça vous intéresse après, mais c'est jamais que ce que Jérôme a déjà rappelé tout à l'heure, donc je ne vais pas m'y attarder. Je fais un petit zoom et un autre aussi après, pour vraiment faire le lien avec ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, zoom sur les marchés de gestion. Comme je vous le disais, l'ANRU, dans le cadre de son nouveau programme de rénovation urbaine, demande à ce que 10% des heures travaillées dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de proximité comportent des objectifs d'insertion. De quoi on parle? Quand on parle de gestion urbaine de proximité dans l'ANRU, parce qu'il faut déjà expliquer ce terme, on parle de rentrer dans une logique de projet de gestion. C'est-à-dire que l'ensemble des maîtres d'ouvrage, des interlocuteurs sur le territoire, dans le cadre du projet urbain, vont se mettre autour de la table et vont se poser la question de voilà, donc ce quartier, aujourd'hui, il va y avoir tel sujet de gestion, ça peut être par l'intérieur du ramassage des ordures, du ramassage des encombrants, l'entretien des espaces verts. Pour les bailleurs, ça va jusqu'au palier de la porte, donc du locataire. Donc ça va être la maintenance des ascenseurs, le nettoyage des locaux, poubelles, la maintenance de plein de choses dans les bâtiments. En gros, l'idée, c'est de faire en interacteur le panorama de toutes ces actions-là et de toutes les actions qui derrière vont donner lieu au passage de marché. Marché du coup de prestations et de services, et beaucoup moins en général de travaux. Même si, dans les actions de gestion, par exemple, j'ai vu récemment un marché de rebouchage, entre guillemets, des nids de poules, d'entretien des voiries, qui était passé par une intercommunalité. Et ben ça, c'est typiquement un marché de gestion. C'est un marché qui va durer sur la longueur et qui, une fois qu'une équipe technique de l'intercommunalité repère un nid de poule, un trottoir qui est cassé, etc., ils font un bon de commande pour venir intervenir sur ce bout de trottoir. Alors, c'est du travaux, mais c'est quand même de la gestion dans le sens où c'est de l'entretien de voirie. Et bien ça, c'est typiquement un marché qui, demain, dans le cadre de l'ANRU, on demande à ce qu'il y ait une action en lien avec la structure facilitatrice, de venir se poser la question de est-ce que c'est pertinent et de mettre, si ça l'est, de l'insertion sur ces marchés. Là, on rentre vraiment d'un côté dans une logique de projet de gestion, donc vraiment on anticipe collectivement ce type d'action, on les repère, on en fait vraiment un projet avec une sorte de stratégie de gestion, etc. Mais aussi pour nous, côté facilitateur, côté emploi et côté acteur de l'emploi, c'est aussi voir venir tous ces marchés, pouvoir éventuellement et notamment travailler avec les structures inclusives du territoire pour dire bah voilà, là il y a un gros marché, je reprends celui d'entretien des voiries de la collectivité qui va sortir, comment est-ce que vous pourriez peut-être vous structurer pour y répondre et pour faire que ça devienne un levier pour l'emploi local et aussi pour diversifier les publics, puisque sur les actions de gestion, on va avoir aussi beaucoup de métiers différents des métiers du BTP qui étaient les métiers les plus touchés par les objectifs d'insertion dans le premier programme notamment, et en général. Or, l'idée du projet de gestion et des actions de la gestion urbaine de proximité, c'est vraiment de pouvoir avoir une diversité de marchés et donc derrière de pouvoir plus facilement diversifier les publics. Ça peut être via des structures d'insertion par activité économique, ça peut être via des structures des structures employeuses de personnes en situation de handicap qui parfois sur les sujets BTP ont parfois plus de mal, même si certaines y arrivent très très bien à se positionner. Ça peut être des structures porteuses de publics jeunes. Enfin, en gros, l'idée c'est vraiment d'arriver à diversifier les publics en diversifiant les types de marchés, et les projets de gestion pour ça et les actions de gestion humaine de proximité sont un levier énorme. Sur ce sujet-là, il y a eu pour l'instant, il y a beaucoup de territoires qui prennent en main ce sujet, dont la principale difficulté aujourd'hui est que les facilitateurs qui sont désignés dans le cadre de l'ANRU ont parfois encore du mal à aller travailler, à se faire ouvrir les carnets de commandes de beaucoup de maîtres d'ouvrage pour aller repérer et travailler en amont du passage des marchés sur qu'est-ce qui est possible de faire, est-ce que c'est pertinent. J'ai eu il n'y a pas longtemps une discussion avec un facilitateur, je ne me rappelle plus sur quel territoire, par contre je suis désolée, qui me disait bah voilà, nous avec le bailleur on s'est mis d'accord pour travailler sur
le fait de closer et de mettre des objectifs d'insertion, voire des marchés réservés peut-être sur une rédaction de gestion. Sauf qu'en général, il me prévient du marché de gestion 2 mois avant, alors c'est déjà bien, hein, vous me direz, mais 2 mois avant que ça sorte, uniquement pour que je l'aide à rédiger. Or, il faut vraiment avoir un... Il disait, je regrette qu'on n'ait pas ce temps de travail un peu plus tôt sur la programmation achat et le prévisionnel, parce que moi, j'ai plein de structures inclusives sur mon territoire, mais il faut quand même que je les prépare un petit peu à se dire, bah, attention, il y a tel volume qui vont arriver, tel marché, donc préparez-vous à peut-être passer des bonnes alliances localement, ou peut-être même ouvrir des nouveaux postes. Enfin, en gros, préparez-vous à avoir ces réponses-là. Or, l'anticipation et le fait d'ouvrir les carnets de commandes restent encore des fois difficiles sur ces sujets de gestion, aussi pour avoir été dans une autre vie professionnelle, le bailleur social, parce que des fois, même en interne, chez les bailleurs par exemple, et donc chez les collectivités, j'imagine que c'est pareil, on a aussi du mal des fois à anticiper les achats. Hein. Faut se le dire clairement, entre les services techniques et les services achats, il y a aussi une course contre la monstre qui est très forte. Bon, en tout cas, parmi les territoires qui ont pris le sujet à bras le corps, je note le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui il y a 1 an et demi à peu près, a été appuyé dans le cadre d'une mission d'appui de l'ANRU pour justement travailler à l'échelle de toute la métropole, donc c'est quand même assez énorme en termes de projet ANRU, mais même de métropole, sur ces questions de gestion urbaine. Et ils ont notamment fait, et c'est ce que je vous ai mis en visuel sur la droite de la slide, une liste pour eux, sur leur métropole, de toutes les actions de gestion, ce qu'ils avaient l'intention d'intégrer dans leur projet de gestion. Je dis leur au pluriel parce qu'il y avait plusieurs projets de gestion en fonction des quartiers. Mais ils se sont dit, au moins, on se donne une liste commune d'actions sur lesquelles, comme ça, les maîtres d'ouvrage, dès qu'ils ont un marché qui va sortir dans cette liste commune, ben, ils pensent à faire le lien avec le facilitateur le plus en amont possible pour qu'on voit ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible de faire. Voilà, dans la démarche, ils en sont là. Après, c'est la métropole de Marseille, donc c'est en train de mariner, on va dire, parce qu'il y a des sujets de réorganisation, etc. Mais au moins, dans cette démarche-là, de travailler, de repérer en amont le type de marché et de voir comment ils vont travailler ensemble à différentes échelles, parce que selon les marchés, c'est pas les mêmes échelles. C'est un territoire qui vraiment s'est mis des objectifs très forts et a vraiment voulu lancer quelque chose là-dessus. Deuxième zoom, pour avancer. On parlait tout à l'heure des 5 heures, au minimum 5 heures d'heures travaillées, y compris sur la partie ingénierie. Bon, au début, je voulais aller vous chercher des exemples très précis sur des territoires. Je suis très transparente, je n'ai absolument pas eu le temps. Surtout que je voulais trouver absolument des territoires franciliens, ce qui était complètement utopique, même s'il se passe plein de choses en Ile-de-France, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Mais en gros, pour répondre à ces objectifs-là, nous, dans les sujets en rue, on voit plusieurs tentatives, enfin plusieurs de manière de faire. On a vu donc des marchés d'AMO urbaine qui étaient closés à hauteur, soit à hauteur d'un pourcentage, soit même j'ai déjà vu un marché d'AMO qui était closé sur une des parties de la réalisation de la prestation. Des marchés d'ingénierie liés au chantier, ça pouvait être les marchés d'architectes, ça pouvait être les marchés qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre d'ingénierie liée au chantier. J'avais vu un marché de enfin, c'était pas de la cartographie, mais ça devait être dans le marché d'architectes. Ils avaient sous-traité une partie de l'impression de leur plan et de conception des maquettes à des ESAT, par exemple. Voilà, marché de conception, études, enfin, tout ce type de marché de prestations intellectuelles dans le cadre des travaux sont des exemples qui peuvent être closés dans le cadre de l'ANRU et qui le sont. Là-dessus, il y a énormément de territoires qui se mettent. On parlait tout à l'heure de La Réunion avec M. Sénéry qui était là. Je sais qu'à La Réunion, ils font des choses là-dessus. Je sais qu'à la métropole de Lyon et la MMIE à Lyon ont fait beaucoup de choses. À Strasbourg également. Enfin, je ne les cite même pas tous parce qu'il y en a énormément. Mais en tout cas, voilà, petit à petit, on voit que ça commence à être fait. Avec aussi des difficultés. Hein. En Ile-de-France, on a déjà vu des bailleurs qui ont mis des objectifs d'insertion sur des marchés de prestations intellectuelles et qui, comme la prestation, elle était réalisée à Mantes-la-Jolie, mais que le bureau d'études était basé à Pantin, ils ont eu du mal entre eux à valoriser des publics parce qu'à Mantes-la-Jolie, ils voulaient absolument quelqu'un de Mantes-la-Jolie. À Pantin, ils voulaient. Enfin, le bureau d'études était basé à Pantin, donc ça aurait été plus logique peut-être que quelqu'un de Pantin soit pris. Enfin, voilà. Mais il y a des sujets encore comme ça qui sont liés à la mobilité et aussi à la réalisation des missions sur d'autres territoires. Mais globalement, on a quand même une dynamique assez forte de mettre de l'objectif d'insertion aujourd'hui sur cette partie ingénierie, ce qui permet vraiment de diversifier très fortement le type de public et d'aller aussi offrir des opportunités d'emploi, parce qu'on parle de ça, des opportunités d'emploi, des opportunités d'insertion à des publics qui d'habitude en restaient un petit peu exclus, alors même que les objectifs d'insertion et les projets en rue, ils proposent une multitude d'opportunités. Pareil, deux, trois exemples, mais je vous en ai déjà dit tout à l'heure en partie, d'embauche liées à l'ingénierie et au fonctionnement et à l'accompagnement des projets urbains.
Ici, on n'est pas du tout sur des objectifs liés au marché public, donc je rappelle souvent qu'il n'y a pas d'obligation, ou en tout cas les facilitateurs qui s'en occupent ne doivent pas obligatoirement prendre des personnes en contrat salarié, puisque ici on est juste dans le côté embauche, en tout cas, enfin on met le mot embauche et je l'ai souligné, mais c'est plutôt de donner des opportunités d'être intégrés dans les équipes à des publics qui sont issus de QPV pour leur donner l'occasion d'utiliser le projet urbain comme un levier d'insertion. Donc là, on peut très bien valoriser des personnes en stage, on peut très bien valoriser des personnes en apprentissage, parce que dans le cadre de ces embauches, on n'est pas dans le cadre de marché et pas dans le cadre de clause. Voilà, ça je le rappelle quand même à chaque fois. Donc moi, j'ai pu voir sur ces domaines-là l'embauche de médiateurs sociaux, médiateurs et médiatrices d'ailleurs, sociales et sociaux dans les quartiers pour accompagner les travaux. J'ai vu aussi l'embauche de personnes au sein des équipes d'un bailleur social, un apprenti issu de QPV qui était en train de finaliser un master d'urbanisme et qui galérait à trouver son stage en apprentissage pour finaliser sa formation, qui a été pris pendant un an ou 2 ans, je sais plus, chez un bailleur dans l'équipe maîtrise d'ouvrage, hein, donc pour devenir chargé d'opération. Donc là, on est sur un profil quand même très diplômé. À l'inverse, j'ai aussi vu dans une mairie une femme d'un quartier qui a été embauchée pour faire en renfort pour quelques mois sur un CDD pour juste donner un coup de main sur la gestion administrative des sujets relevant dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un levier qui est très pertinent et qui est aussi à utiliser, même si on sort un peu là du sujet marché public. Et enfin, pour finir cette intervention, rappeler donc aux acteurs franciliens particulièrement que l'ANRU a annoncé il y a un an à peu près, jour pour jour, que nous allions intégrer l'observatoire francilien des clauses d'insertion. Donc ça, c'est vraiment un point très positif et je vais dire très ambitieux parce que contrairement aux autres grands donneurs d'ordre qui sont intégrés dans cet observatoire aujourd'hui, l'ANRU, comme je le disais en introduction, ce n'est pas un donneur d'ordre, c'est le financeur d'une multitude de donneurs d'ordre. Pour rappel, je vous ai donné le chiffre tout à l'heure de plus de 260 mètres d'ouvrage. Donc, ça veut dire que demain, plus de 260 mètres d'ouvrage doivent, en lien bien sûr, et surtout même en lien avec les structures désignées pour suivre les objectifs, donc les facilitateurs, faire remonter l'ensemble de leurs données sur les projets de rénovation urbaine pour alimenter l'observatoire. Donc, c'est quand même un défi que le GIP et l'ANRU se sont un peu mis d'aller chercher toutes ces données, mais on va y arriver avec de toute façon cette idée que dans chaque projet urbain financé par le NPNRU en Ile-de-France ont été désignés des guichets uniques, comme je disais tout à l'heure, que là-dessus, on a essayé d'insister un maximum et que s'il y a des endroits, les guichets uniques sont insuffisants ou inexistants, on essaye de travailler en interservice de l'État pour venir créer ces guichets uniques. Le plan national d'achat durable dont parlait Jérôme tout à l'heure a été notamment un outil pour venir renforcer cette ingénierie. Aujourd'hui, on rappelle à chaque fois et en permanence, à chaque maître d'ouvrage, que au-delà de se faire accompagner, ce qui est déjà hyper important pour closer correctement les marchés, pour que ça bénéficie un maximum aux publics locaux, aux structures locales, travailler en amont avec les facilitateurs, surtout l'avant, le pendant du marché, la partie aval, la partie bilan, elle est aussi très très nécessaire si demain on veut observer tout ça. Voilà. Donc, on a dit on intégrait l'observatoire, on va intégrer l'observatoire, on va agréger ces données au niveau régional dès les données 2023 et j'espère qu'on aura des beaux résultats en 2024, je croise les doigts. Et j'ai fini et je vous remercie et j'espère que j'ai pas été trop longue et que je vais pas aller trop vite. Merci beaucoup Marianne pour cette présentation très très intéressante, très complète. Merci. On se retrouve dans un an. Et on va passer rapidement la transition est toute faite, hein, facilitateur. Donc, on va laisser la parole à Ayette. Hein. Tu nous excuses Ayette pour ce Bonjour à tous. décalage. Alors, j'ai pas prévu de PowerPoint, mais ça vous demandera encore plus d'attention et d'écoute de mes propos. Alors peut-être pour me présenter à nouveau, donc moi je suis responsable de projet emploi et je suis également responsable du pôle clos social par intérim puisque notre directeur opérationnel est absent et donc je fais le lien, mais il va bien, il va mieux et il nous rejoint rapidement. Alors voilà, aujourd'hui l'EPEC c'est qui, c'est quoi c'est une multitude de projets, mais tout d'abord c'est une asso de 1901 sans but lucratif. Concrètement, notre objectif c'est de l'ingénierie de projet en direction de différents partenaires publics et privés et surtout en direction des publics éloignés de l'emploi. Et notre objectif principal, c'est de créer des projets, des connexions
de manière à pouvoir créer de l'emploi durable. On a plusieurs projets au sein de l'EPEC. On porte le Pli de Paris, que vous connaissez tous, donc c'est l'accompagnement renforcé auprès de public et de monnaie de l'emploi. On a également un dispositif qu'on a créé tout récemment qui s'appelle AVEC, donc c'est aller vers l'emploi dans les quartiers. Qu'est-ce que c'est? C'est la création d'un projet pour pouvoir déployer des médiateurs auprès des quartiers prioritaires de la ville. Et l'idée, c'est d'un peu aller capter les invisibles qui sont qui sont en recherche d'emploi et de formation, mais pas inscrits. Donc forcément, ils font ça un peu tout seuls dans leur côté. Et nous, l'objectif, c'est d'avoir des médiateurs qui sont déployés au sein des différents quartiers pour aller récupérer ces personnes non inscrites, les inscrire auprès des bons interlocuteurs et leur permettre d'accéder à l'emploi et surtout leur permettre d'accéder à la diffusion d'informations, d'offres d'emploi et d'offres de formation dans le cadre de leur parcours. On a également un projet qui s'appelle SARH, donc c'est une offre de service en direction des TPE sur le territoire parisien avec une logique d'accompagnement des petites entreprises pour un accompagnement, une offre de service RH. On porte également le dispositif Transition collective. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Transition collective, c'est un dispositif qui a pour objectif d'accompagner des entreprises qui vont connaître une perte d'emploi. Et l'objectif, c'est de pouvoir anticiper cette perte d'emploi des salariés, de les accompagner au mieux et d'anticiper la reconversion professionnelle des salariés qui vont perdre leur emploi pour faire le lien avec des parcours de formation. On a également la plateforme Service à la personne. Cette plateforme, son objectif principal, c'est de connecter des personnes qui sont en recherche d'emploi dans le secteur de l'aide à domicile et d'entreprises et d'organismes de formation qui n'arrivent pas à trouver les publics dont elles recherchent au quotidien. Et enfin, le meilleur pour la fin, le pôle clause sociale. Donc le pôle clause sociale, c'est un pôle qui regroupe une quinzaine de collaborateurs. On grossit. Aujourd'hui, notre équipe, elle gravite les 17 et on l'espère l'année prochaine être autour des 20 collaborateurs sur une équipe consolidée qui se répartit entre différents postes, donc des postes de responsable de pôle, responsable de projet et ensuite des postes de chargé de projet et de contrôle d'exécution. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait au sein du pôle clos social de l'EPEC? Alors, on fait de l'accompagnement en achat socialement responsable, je vous apprends rien. On accompagne, on facilite au mieux. L'année dernière, c'était 1 500 000 heures d'insertion. Avec différents types d'acheteurs publics, un pôle État avec l'ensemble des ministères, services du Premier ministre. Ensuite, on accompagne également l'ensemble des marchés de la ville de Paris. Et ensuite, on accompagne tout un tas d'établissements publics sans forcément de lien les uns avec les autres, mais avec une grosse partie musée et une partie monument classé, bâtiment classé monument historique. On accompagne également l'ensemble des marchés Jeux olympiques et paralympiques qui se déroulent dans le cadre des Jeux qui vont se dérouler sur Paris, notamment avec la Solidéo ou Paris 2024. Donc tout ça a rassemblé l'année dernière 1 500 000 heures d'insertion. À peu près 2500 bénéficiaires de la clause sociale. En termes de chiffres, ce que je peux vous donner très rapidement, c'est que les heures l'année dernière ont touché, les heures ont été réalisées par à peu près 20% de structures d'insertion par l'activité économique, ce qui n'est pas négligeable. Alors on essaie toujours de s'améliorer et d'augmenter à ce niveau-là. La solution qu'on trouve aujourd'hui, c'est de connecter le plus possible en amont les structures d'insertion avec les entreprises, mais également, lorsqu'on diffuse des offres d'emploi, qu'elles puissent aussi toucher un maximum de personnes en fin de parcours IAE, de manière à avoir le moins de coupures possible dans leur parcours et qu'elles puissent retrouver un emploi durable le plus rapidement possible grâce au clause social. L'année dernière, les heures d'insertion ont été réalisées par 23% des femmes, ce qui est bien. C'est un taux qu'on peut encore améliorer, notamment pour leur permettre d'accéder le plus possible au marché de BTP, mais également au marché de prestations intellectuelles. Et enfin, l'année dernière, c'était également 16% d'heures réalisées par des habitants qui résidaient en quartier prioritaire de la ville, notamment grâce au marché de l'ANRU et aussi en faisant un appui grâce aux emplois francs. Alors, aujourd'hui, comment on s'organise, nous? Comme je vous disais, on a une organisation par type d'acheteur public, État, Ville de Paris, établissement public, avec des chargés de projet et des responsables qui ont une logique de portefeuille avec leurs acheteurs, avec toute une logique de fidélisation des entreprises, mais également une fidélisation des acheteurs publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, au sein de l'EPEC, alors nous sommes facilitateurs, mais on a aussi une dimension de conseil et d'accompagnement auprès de l'acheteur. C'est-à-dire qu'on va accompagner l'acheteur sur
l'identification en amont des marchés qui peuvent faire lieu et qui peuvent bénéficier d'une clause sociale, avec une logique de conseil précis, c'est-à-dire quel type de clause sociale, une clause d'exécution, d'attribution, un marché réservé, un marché handicap. Donc, on accompagne l'acheteur sur une logique de programmation, d'anticipation, mais également d'intervention au sein des acheteurs de manière à pouvoir les sensibiliser au maximum à la clause sociale et leur réexpliquer un peu tout le bien fondé d'inscrire des clauses sociales dans un maximum de marchés, mais aussi à l'inverse, de leur indiquer aussi les marchés sur lesquels il n'est pas opportun d'inscrire une clause sociale, puisque notre objectif, c'est pas de mettre des clauses partout, mais c'est de mettre des clauses avec un intérêt réel sur le territoire et surtout mettre des clauses sur lesquelles les entreprises vont pouvoir recruter au mieux et réaliser au mieux leur objectif d'insertion. Quand on a préparé la présentation avec Erika, l'une des questions qui revenait, c'était voilà comment aujourd'hui nous on arrive à diversifier nos segments d'achat, comment on arrive à diversifier la clause sociale auprès de l'ensemble des marchés. Alors l'une des premières techniques, c'est d'anticiper le plus possible en amont avec les acheteurs, notamment dans le cadre des programmations. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous avez un peu des acheteurs qui vont nous contacter au quotidien. Voilà, j'ai ce marché qui sort dans un mois, est-ce que je peux mettre une clause, si c'est oui, combien? On essaie le plus possible de ne pas être dans cette logique-là, mais vraiment de travailler leur programmation avec l'acheteur sur une programmation pluriannuelle ou d'anticiper l'ensemble des marchés qui vont paraître sur une période de 4 ans, par exemple. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier avec l'acheteur des marchés sur lesquels l'acheteur n'aurait pas forcément parié une clause sociale, mais de leur expliquer tout le bien fondé et de leur expliquer comment nous, on envisage les choses. Ensuite, l'une des deuxièmes, c'est de pouvoir travailler un maximum avec les partenaires de l'emploi. Quand je dis partenaires de l'emploi, c'est plus on va connaître notre territoire, plus on va connaître les partenaires de l'emploi, les organismes de formation, plus on va connaître les ressources qui sont sur le territoire de manière à convaincre un maximum l'acheteur public sur des projets sur des projets qu'on va leur proposer, sur des manières d'inscrire des clauses sociales dans leur marché public. Et ça, je pense que ça va être une garantie supplémentaire et ça va être un gage de réussite et surtout ça va permettre de rassurer l'acheteur du bien fondé d'inscrire une clause sociale sur des secteurs moins connus de la part de l'acheteur public. Une autre des solutions, c'est la mutualisation ou la globalisation des marchés. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a pu observer notamment dans le cadre des marchés, liés à des bâtiments classés monuments historiques. Plus on va permettre aux entreprises de mutualiser leurs heures, de globaliser leurs objectifs, plus ça va permettre d'avoir des objectifs conséquents, mais en parallèle de pouvoir inscrire des clauses sociales sur des segments d'achat moins connus ou moins faciles pour l'acheteur, mais en parallèle de pouvoir créer des parcours de formation et parcours d'emploi et parcours d'insertion beaucoup plus qualitatifs. Nous, on l'a fait dans le cadre de notre projet Les Rendez-vous du patrimoine. Ça a bien fonctionné. Si on donne les moyens à l'entreprise de réaliser des parcours de qualité, ça permettra en amont à l'acheteur de pouvoir inscrire des clauses sociales forcément de qualité et de rassurer aussi l'acheteur sur la bonne réalisation de la clause sociale. Et peut-être enfin, peut-être vous donner 3 exemples d'inscription de clause sociale sur des segments d'achat moins connus ou moins faciles. L'un des premiers, c'était des clauses sociales sur des marchés d'installation de gaz, notamment avec GRDF. Alors, c'était non négociable côté GRDF, il fallait inscrire des clauses sociales, mais les entreprises, elles avaient quand même un peu de réticence. Ce qu'on a proposé aux entreprises, c'est un parcours de formation pour former des techniciens gaz. Parce que les entreprises nous disaient, mais nous, on veut bien inscrire des clauses sociales, enfin, on veut bien réaliser des clauses sociales, on veut bien recruter, mais au-delà de la clause, il n'y a plus de techniciens gaz sur le territoire francilien. Et ben, ce qu'on leur a proposé, c'est de former des techniciens gaz. Ça paraît simple, ça paraît logique, mais il a fallu quand même convaincre des entreprises que oui, même des personnes éligibles aux clauses sociales, éloignées de l'emploi, peuvent entrer en parcours de formation et peuvent exercer un emploi de technicien gaz. Et donc, on s'est rapproché d'un organisme de formation qui était le GRETA, de manière à pouvoir créer une promo EPEC. Et cette promo EPEC devait être 100% éligible aux clauses sociales. Et ensuite, on répartissait les candidats avec les entreprises dans le cadre de leurs différents marchés. Ensuite, le deuxième exemple, c'était dans la même logique, une promo de formation de dessinateurs projeteurs, parce qu'on avait énormément de marchés, notamment dans le cadre de l'ANRU, on avait pas mal de marchés de prestations intellectuelles, où là, en effet,
Les entreprises, pareil, nous disaient, mais nous, on souhaiterait recruter des dessinateurs projeteurs, des topographes, mais on n'arrive pas à en recruter. Ben, on s'est dit, on s'est rapproché d'un organisme de formation qui proposait cette prestation et on a consolidé, on a réalisé une promo EPEC. Et enfin, le dernier exemple, pardon, c'est dans le cadre d'un marché d'impression, de solutions d'impression avec l'État. Dans le cadre de ce marché, il y avait des critères d'attribution et des critères de notation supplémentaires, notamment le recrutement de femmes et l'intégration d'heures de formation pour pouvoir réaliser au mieux cet objectif, surtout pour pouvoir aider au mieux les entreprises à réaliser cet objectif. Ce qu'on a proposé, c'est également la même chose, une promo de formation. Et là, c'était plutôt, on l'a fait avec le Pli de Paris. L'objectif, c'était de pouvoir former une promo de femmes sur un titre professionnel d'assistante administrative. On répondait à l'objectif de clause sociale puisqu'on était sur un public pli. On répondait à l'objectif de formation puisqu'on était sur une année de formation professionnelle. Et donc, on répondait forcément à l'objectif à l'objectif lié au marché au marché cité. Voilà pour nous et voilà ce que je peux vous indiquer dans le temps imparti. Merci beaucoup, Ayette. Si vous avez quelques questions, je peux en prendre deux, trois. Si vous en avez. Alors moi, juste une question, peut-être juste pour démarrer. Vous avez un pourcentage de marché de services supérieur au marché de travaux, je crois, à l'EPEC. Alors oui et non, puisque nous, dans le cadre des marchés de travaux, on va vraiment y mettre l'ensemble des marchés TP. Et là, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, on a eu énormément de marchés de BTP. Donc on n'est pas, on est quand même sur une majorité de marchés de BTP. Je sais pas s'il y a je vois pas de questions. Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez me les transmettre par mail. Et je vous enverrai aussi, si vous souhaitez, notre dernier rapport d'activité où vous allez avoir un maximum d'infos sur toute notre offre de services et l'ensemble des éléments chiffrés. Très bien, Ayette. Écoute, on va te libérer parce que je sais que tu enchaînes sur une autre réunion. Et de toute façon, le replay sera disponible pour les intervenants. Parfait. Et juste peut-être pour votre dernière information, mais je ne sais pas si certains le savent, mais je quitte mes fonctions à la fin du mois. Mon dernier jour à l'EPEC sera le 30 novembre. Voilà. On est tous invités à l'EPEC pour un peu de départ, c'est ça? Une grande teuf, exactement. Merci à tous, bonne journée. Merci beaucoup à toi. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'ANRU ou pour AVE. Je ne sais pas si ça a pu permettre aux personnes qui assistaient à cet atelier d'avoir des idées pour diversifier et les secteurs et qui par ricochet permettra de diversifier les publics, comme disait Jérôme en début d'atelier, sortir des jeunes de moins de 26 ans sans qualification sur le BTP. Et puis également pour je dirais en lien avec l'ANRU et l'intervention de l'EPEC pour monter en compétences. On voit bien. Alors on peut faire de la formation aussi sur des métiers peut-être moins qualifiés, mais là on voit que on peut intégrer soit des publics de type ingénieurs qui sont issus de QPV, qui ont plus de difficultés, ont moins de réseaux, plus de difficultés pour trouver des entreprises d'accueil, ou alors carrément aller se laisser aussi porter par les besoins des entreprises. On sait qu'actuellement il y a pénurie dans pas mal de secteurs d'activité, pénurie de recrutement. Donc de toutes les façons, je pense que les entreprises, la clause peut être vraiment voir ça comme une opportunité et permettre d'aller pour les facilitateurs qui sont à l'atelier, permettre aussi d'aller suggérer aux entreprises que vous pouvez identifier des publics auxquels qu'elles n'iraient pas chercher forcément et qu'elles peuvent former. Donc franchement, la clause doit être revue, je pense vraiment aussi bien d'un point de vue acheteur que d'un point de vue entreprise titulaire comme vraiment un levier
vraiment quelque chose voilà, de qualitatif, et on le voit bien au travers des témoignages qu'on a pu avoir. Et notamment l'ANRU, je trouve que c'est intéressant parce que quand on parle de l'ANRU, tout de suite on associe un marché de travaux et on voit que ça peut aller voilà, bien au-delà. Erika, je suis désolé, je vais aussi Oui, devoir vous oui, quitter. oui, Si oui, jamais il y a oui, des bah écoutez, questions non, comme non, Ayette et avec très l'ensemble de bien. l'équipe NAVE, on peut vous répondre s'il y a des questions par écrit, n'hésitez pas. En tout cas, merci aux intervenants pour la qualité de vos présentations. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'atelier. Donc, je vous transmettrai les supports. Hein. Jérôme, vous me transmettrez peut-être votre PPT. Je transmettrai les deux supports aux participants. Un replay sera également disponible prochainement. Et donc, un second atelier aura lieu la semaine prochaine sur le même créneau horaire et sans problème de connexion cette fois-ci. Donc encore, voilà.